Il est 18 heures ici à Paris. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24 dans Paris Direct. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité ce soir, le nouveau variant de coronavirus Omicron qui continue sa progression sur la planète. En France, un conseil de défense sanitaire se tiendra lundi. De nouvelles mesures pourraient être décidées. En Autriche, au lendemain de l'annonce du retrait de la vie politique de Sebastian Kurz, le ministre de l'Intérieur Karl Nehammer a été choisi par le Parti conservateur pour devenir le nouveau chancelier. Nous irons à Vienne retrouver Vianney Laurin, notre correspondant. Et puis, du jamais vu, les Émirats arabes unis commandent 80 avions de combat Rafale, une commande record à l'occasion de la visite à Dubaï du président français Emmanuel Macron, la première étape de sa tournée de 48 heures dans les pays du Golfe. On en parlera avec Karim Sader, politologue spécialiste du Golfe arabo-persique. Face à la nouvelle vague de Covid et à l'apparition de l'inquiétant variant Omicron, de nombreux pays multiplient les mesures de restriction. La Belgique a décidé, par exemple, tout à l'heure, d'avancer les vacances scolaires des écoles primaires d'une semaine. En France, un conseil de défense sanitaire, je vous le disais, se tiendra lundi. Il fera le point sur la situation. Des nouvelles restrictions pourraient être annoncées. On voit ça avec Jules Boiteau. 9 cas du variant Omicron sont à présent confirmés en France. Il s'agit à chaque fois d'individus ayant récemment voyagé en Afrique. Le tout premier diagnostiqué rentrait du Nigeria, un homme d'une cinquantaine d'années. Au moment du test, il ne présentait pas de symptômes et n'était pas vacciné. Le 25 novembre, il est testé positif au Covid-19. C'est dans ce laboratoire spécialisé de Paris que son échantillon a été analysé. C'est là que les échantillons sont mis en contact avec le réactif qui va permettre de détecter si certaines mutations sont présentes. Le criblage cible uniquement certaines parties du virus. Pour identifier avec certitude le variant, il faut utiliser cette machine pour connaître l'intégralité du génome du virus. Cela s'appelle le séquençage. Le séquençage, c'est donc la lecture, comme dans un livre, du génome du virus, où chaque chapitre du livre correspond à un gène du virus. Et dans chaque chapitre, on va regarder chaque mot et on va voir si des mots ont changé. Pour les scientifiques, d'autres cas seront confirmés dans les prochains jours. La parade désormais, prendre ce variant de vitesse. Certaines personnes attendent d'être malades, attendent même plusieurs jours après pour se faire tester. Donc on perd énormément de temps et durant cette période, les gens contaminent leur environnement. Face à ce risque, le ministre de la Santé Olivier Véran souligne ce matin l'importance de la dose de rappel. La troisième dose ampute très fortement. En fait, on n'a jamais un niveau de protection aussi élevé que dans les jours qui suivent la troisième injection. Nous avons encore notre destin entre nos mains, c'est-à-dire qu'il ne tient qu'à nous. Vraiment, je ne dis pas ça pour incriminer qui que ce soit, mais juste pour dire, on a parfaitement compris les uns les autres comment fonctionnait ce virus. Comment est-ce qu'il se transmet, à quel moment il faut faire plus attention. On est clairement dans le moment où il faut faire très attention. L'OMS juge élevée la probabilité qu'Omicron se répande sur toute la planète, mais jusqu'à présent, aucun décès associé au variant n'a été signalé. La fin de l'ère Kurz en Autriche, je vous le disais dans les titres, le pays aura bientôt un nouveau chancelier. Les conservateurs ont désigné ce vendredi le ministre de l'Intérieur, Karl Nehammer, à la tête du parti. On va tout de suite retrouver à Vienne Vianney Laurin, notre correspondant. Vianney, bonsoir. Qui est Karl Nehammer Ça n'est pas vraiment un proche de Sebastian Kurz. En effet, non, pas vraiment. Et à 49 ans, donc ce militaire de formation, qui est actuellement, vous l'avez dit, ministre de l'Intérieur, va donc remplacer Alexander Schallenberg au poste de chancelier. Alors présent au gouvernement depuis 2 ans, Karl Nehammer s'est illustré par une position, par une ligne dure sur les questions d'immigration. Notamment lorsqu'il a défendu le refus autrichien d'accueillir des enfants et des familles réfugiées après l'incendie du camp de Moria sur l'île grecque de Lesbos. Il est également décrit comme une personne loyale à son parti et selon la presse, il entretient de bonnes relations avec les Verts, partenaires des conservateurs au gouvernement.
un point important, puisque ces dernières semaines, des tensions étaient apparues au sein de la coalition. Alors, Alexander Schallenberg, l'actuel chancelier, va donc lui transmettre son poste après moins de 2 mois passés à la tête du pays. Il retrouve désormais son ancien poste de ministre des Affaires étrangères. À noter que l'équipe gouvernementale va également être remaniée. Il y aura des changements au ministère de l'Intérieur, donc, mais aussi au ministère des Finances et de l'Éducation. Et cette nouvelle équipe devrait être investie lundi prochain. Vianney, sa désignation, c'est la fin d'un processus entamé en octobre dernier. Oui, en effet, en octobre dernier, Sébastien Kurz, souvenez-vous, avait dû démissionner de son poste de chancelier car il est visé par une enquête pour corruption. Le parquet soupçonne que de l'argent public ait été utilisé pour lui assurer une couverture médiatique favorable ainsi qu'à son parti. Il était toutefois resté chef de l'EFAOP, le parti conservateur, et de son groupe parlementaire. Mais hier, il a annoncé de manière inattendue qu'il renonçait à ses fonctions et qu'il se retirait de la vie politique. Une décision qu'il a justifiée par la récente naissance de son fils, mais Sébastien Kurz a aussi évoqué les procédures judiciaires qui le visent et qui ont, selon lui, entamé son enthousiasme pour la politique. Alors ce départ surprise a donc obligé le parti à se réorganiser. Karl Nehammer devient donc également le nouveau chef de l'EFAOP et c'est pour cette raison qu'Alexander Schallenberg va lui transmettre son poste de chancelier pour que le chef du parti soit également le chef du gouvernement. Le Parti conservateur doit désormais travailler à regagner la confiance des électeurs après une perte de popularité ces dernières semaines liée à sa gestion jugée ratée de la pandémie. Merci beaucoup, Vianney Laurin, en direct de Vienne, en Autriche. On reste en Europe où le pape François a achevé sa visite à Chypre. Il a célébré cet après-midi une messe pour les catholiques venus de tout le pays et même au-delà. Et puis un peu plus tard, il a prié avec des migrants. À Athènes, on retrouve Alexia Kefalas. Alexia, bonsoir. François a eu des mots extrêmement forts tout à l'heure face à ces migrants. Oui, on peut dire qu'en fait, le pape François a eu des mots excessivement inhabituels pour un souverain pontife. Devant donc plusieurs réfugiés qui étaient dans une petite paroisse, il s'est exprimé clairement en disant que son rôle, sa responsabilité était d'ouvrir les yeux au monde entier. Il a voulu non seulement être au plus proche de ces personnes devant des exilés africains, mais aussi du Moyen-Orient, des familles notamment avec des bébés qui pleuraient. Il les a regardés et leur a dit: je vois la souffrance dans votre regard. Vous avez été victime d'esclavage. Clairement, il a utilisé ces mots. Il a expliqué que la situation ne pouvait pas durer. Il a déploré que la mer Méditerranée était clairement un cimetière. Et le pire pour lui, c'était qu'on s'habituait à voir des morts dans la mer Méditerranée. Et que pour ce genre d'habitude, quelque part, il n'y avait pas, c'était une grave maladie, qu'il n'y avait pas d'antibiotiques contre cela. Et il est même monté d'un cran. Il a comparé les camps de migrants à des camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale, à des goulags sous Staline. Il a même clairement utilisé ces mots et il a dit, à l'époque, on se demandait comment est-ce qu'on a pu faire ça en regardant avec du recul ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, mes frères et mes sœurs, voilà ce qu'il a dit, le pape. C'est ce qui se passe juste à côté, juste chez nos voisins. Des hommes sont persécutés, sont torturés, des femmes sont vendues. On sentait qu'il était clairement ému. Il a justement dénoncé clairement tous ces camps de migrants qui ne peuvent plus durer, qui ne sont pas des solutions. Il sait très bien qu'il n'est pas là pour apporter une solution, mais il est là pour ouvrir les yeux de la communauté internationale, pour alerter cette communauté internationale pour ce massacre humain qui est en train de se produire. Et c'est la raison pour laquelle le pape a été particulièrement entendu pour ses propos choquants. Et effectivement, ce soir, ces propos n'ont pas résonné seulement dans cette paroisse de Chypre, mais aussi dans toute la région et peut-être dans le monde entier. Le pape François, Alexia, qui sera demain, samedi, à Athènes.
Oui, effectivement. Alors, demain matin, il arrive assez tôt à Athènes avec des rencontres, effectivement, dignes d'un chef d'État. Il va rencontrer la présidente grecque, la présidente de la République hellénique, Katerina Sakellaropoulou, mais aussi le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis. Il va aborder des sujets politique, mais aussi des sujets œcuméniques. Il va rencontrer aussi le représentant de l'Église de Grèce, qui est l'archevêque Hieronymos. Ce que veut le pape François, c'est clairement du dialogue. Dialogue d'abord pour rapprocher les religions, l'orthodoxie et le catholicisme au sein du christianisme. On rappelle que depuis le schisme de 1054, ce sont deux religions qui ne se sont pas réunifiées. Donc il veut ouvrir ce dialogue. Mais aussi le pape veut parler à nouveaux migrants. Il se rendra à Lesbos dès dimanche matin avant de revenir à Athènes pour célébrer une grande messe. Et pour lui, c'est important justement de parler de ce dossier migratoire, surtout quand il voit que la Grèce construit de plus en plus de camps pour les migrants, des camps fermés, des camps ultra-modernes avec presque des miradors. Donc effectivement, cela l'inquiète. Il veut en parler et apparemment, il ne mâchera pas ses mots. Merci beaucoup, Alexia Kefalas. On suivra ça avec vous. Vous étiez en direct d'Athènes. Dans l'actualité française, à présent, les militants, les Républicains choisissent en ce moment leur candidat pour la présidentielle d'avril prochain. Le vote pour le second tour de leur congrès a débuté ce vendredi matin. Ils doivent choisir entre la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, et le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti. Regardez ce reportage de nos confrères de France 2. À Nice, ce matin, dans le fief d'Éric Ciotti, avant même l'ouverture du bureau de vote, cette militante a déjà fait son choix. Je ne veux pas que ma voix lui manque si des fois... C'est qui, lui? Monsieur Ciotti. 10 heures. Messieurs, dames, le bureau de vote est ouvert. Ici, la qualification d'Éric Ciotti a été accueillie comme une divine surprise, mais rien n'est joué au second tour pour les adhérents. Ça va peut-être être dur. C'est pour ça qu'il faut vraiment, si on veut le soutenir, il faut vraiment venir voter, là. À Paris, on penche plutôt pour Valérie Pécresse au second tour. Il n'empêche, les militants sont encore étonnés du résultat d'hier. Je suis un peu surprise. Mon favori n'est pas passé. Ils sont bien tous les deux de toute façon. Les deux me conviennent très bien. Évidemment, j'ai fait un choix, je suis obligée, mais c'est bon. Merci. Qui va gagner ? Éric Ciotti avec sa ligne très droitière ou Valérie Pécresse qui veut défendre l'ordre et le pouvoir d'achat ? Sur le papier, la présidente de la région Île-de-France part favorite avec le ralliement de Xavier Bertrand et des autres perdants du premier tour. À Besançon, on pense aussi que Valérie Pécresse est bien placée pour l'emporter. Valérie Pécresse va gagner, compte tenu des désistements, etc., des uns et des autres. Et je pense que ce sera une bonne candidate. Et déjà, certains plaident pour le rassemblement. Ne votez ni Pécresse, ni Ciotti. Bon, c'est comme ça. Tous derrière celui qui sera élu. Les militants ont jusqu'à demain, 14h, pour voter. Le nom du futur champion des LR pour la présidentielle sera connu dans la foulée. Plus d'un mois après la mort accidentelle par balle d'une cinéaste sur le tournage d'un western aux États-Unis, Alec Baldwin a donné sa première interview. L'acteur, auteur du tir mortel, reste droit dans ses bottes. Vous allez voir, il estime ne pas se sentir coupable, ni même responsable. On voit ça avec David Gilbert. La star américaine Alec Baldwin en larmes. Interviewé par un journaliste de la chaîne ABC, l'acteur a laissé éclater son émotion en évoquant la mort accidentelle le 21 octobre dernier de Halyna Hutchins, chef opératrice du film dans lequel il jouait. Il est notamment revenu sur le moment où tout a basculé. Je tiens l'arme à l'endroit où elle m'a dit de la tenir, c'est-à-dire en visant en dessous de son aisselle, c'est ce qu'on m'avait dit. Je commence à armer le chien, je ne vais pas presser la détente, je relâche le chien et le coup part. Donc vous n'avez jamais pressé la détente? Non, 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 je ne pointerai jamais un pistolet sur quelqu'un en pressant la détente, jamais. C'est l'entraînement que j'ai reçu. La directrice de la photographie de 42 ans décède peu de temps après à l'hôpital. Le réalisateur du film est également blessé par le coup de feu. Une enquête est toujours en cours. Alec Baldwin, qui tenait le pistolet au moment de l'accident, estime qu'il ne peut pas être tenu responsable. Quelqu'un est responsable de ce qui s'est passé, et je ne peux pas dire qui, mais je sais que ce n'est pas moi. Je veux dire, je jure devant Dieu, si je me sentais responsable, je me serais sûrement tué si c'était le cas. Face au policier, Ana Gutiérrez-Reed, qui était responsable des armes à feu sur le tournage du western, a reconnu avoir fait preuve de négligence. Mais Alec Baldwin, qui est également producteur du film, est visé par des plaintes au civil déposées par des membres de l'équipe.